Bonjour à tous, bienvenue au webinaire des GV de la recherche présenté par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Aujourd'hui, la parole va être donnée à Aurélie Mestrius, cadre de santé au centre hospitalier de la Cavale Blanche à Brest. Elle va nous parler de son sujet de recherche sur la transition écologique, comment le cadre de santé favorise l'engagement des équipes. Donc, suite à sa présentation, vous pourrez lui poser les questions en allumant votre micro ou bien en les saisissant sur la barre des commentaires et je lui transmettrai. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré et sera du CHU d'Angers. Je vais tout de suite donner la parole à Aurélie. Donc, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je m'appelle comme on vient de vous le présenter, Aurélie Mestrius. Je suis actuellement cadre de santé au bloc opératoire de la Cavale Blanche au CHU de Brest depuis presque un an, à la sortie de l'école des cadres. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous présenter mon travail de recherche paramédicale réalisé dans le cadre du diplôme de cadre de santé et Master 2 Management et formation en santé. Cette étude s'intéresse au rôle du cadre de santé dans l'accompagnement des équipes face aux défis majeurs de notre époque, qu'est la transition écologique dans nos établissements de soins. Pour structurer cette présentation, je vais suivre trois axes principaux. Tout d'abord, je vous expliquerai comment est né ce projet de recherche et dans quel contexte il s'inscrit. Ensuite, je détaillerai la méthodologie employée et les principaux résultats obtenus. Pour finir, enfin, je vous livrerai mon retour d'expérience en tant que chercheuse et surtout professionnelle sur ce sujet. Alors, avant d'intégrer le secteur de la santé, j'ai suivi un parcours universitaire en environnement. J'ai travaillé sur l'impact des activités humaines sur notre écosystème et cette expérience a renforcé ma sensibilité à la qualité et à la préservation de notre environnement. D'ailleurs, ça reste aujourd'hui un sujet important pour moi. Actuellement, nous sommes confrontés à ce que je pourrais appeler un paradoxe hospitalier. En effet, bien que notre mission soit de soigner, nos établissements génèrent environ 8% des émissions de gaz à effet de serre en France, contribuant ainsi à des pathologies que nous cherchons justement à prévenir et à traiter. Près de 9 millions de morts par an seraient dus à la pollution de l'air, des sols et de l'eau. De plus, la crise sanitaire mondiale que nous avons connue du Covid souligne alors l'importance d'intégrer les enjeux environnementaux dans le domaine de la santé. En tant qu'infirmière faisant fonction puis cadre de santé, j'ai observé des différences notables d'engagement dans les services et entre les professionnels. En réanimation chirurgicale, un groupe de travail initialement axé sur la réduction des nuisances sonores et lumineuses a évolué progressivement vers une démarche plus globale de développement durable avec de nombreuses initiatives mises en place comme l'utilisation de gourdes en métal ou en plastique, l'optimisation des déchets, des protocoles également sur l'utilisation des produits d'entretien et la mise en veille des respirateurs, des ordinateurs, la mise des LED à la place des ampoules et plein d'autres activités. En revanche, en hépato-gastro-entérologie, en tant que faisant fonction, mon appel à volontaire sur un projet institutionnel de développement durable, lui, n'a pas reçu de réponse de la part des soignants, malgré quelques actions déjà mises en place comme le tri du papier, le tri des cartouches d'encre ou le tri des piles. Cette différence en fait d'engagement m'a donc amené à m'interroger sur les facteurs qui influencent en fait la motivation des équipes et sur les leviers dont dispose le cadre de santé justement pour favoriser cet engagement. Face à cette question, mon idée initiale était donc d'analyser les facteurs qui influençaient l'engagement des professionnels. J'ai choisi de mener une étude qualitative qui était centrée sur la perception des professionnels de santé, sur la transition écologique et d'identifier donc ces facteurs favorisants. La méthode choisie a été l'entretien semi-directif, qui permettait lui d'explorer en profondeur les expériences et surtout les opinions des soignants. Pour évaluer la faisabilité de ce projet, j'ai réalisé une revue de littérature approfondie autour de trois axes conceptuels principaux, qui étaient la transition, les théories de motivation et l'engagement professionnel.
concernant la motivation, particulièrement celle de l'autodétermination selon Deci et Ryan, et également en transversal, étudier l'accompagnement du changement organisationnel par le cadre de santé, en m'appuyant notamment sur le modèle de Kubler-Ross. Maintenant que vous comprenez mieux comment ce projet est né et les bases théoriques sur lesquelles il s'appuie, je vais vous présenter plus en détail la réalisation concrète et les résultats obtenus. Ce projet présente effectivement un intérêt scientifique certain puisque la littérature sur le rôle spécifique du cadre de santé dans la transition écologique est très peu développée. J'ai trouvé très peu de sources documentaires, pour ne pas dire aucune source documentaire, à l'époque où j'ai commencé le projet. L'originalité de la démarche consistait à apporter une approche terrain qui était complémentaire aux directives institutionnelles qui étaient souvent perçues comme descendantes dans un contexte actuel de crise de sens au travail et de grosses difficultés de recrutement et de fidélisation des professionnels. Mon objectif de recherche était triple: identifier les leviers managériaux efficaces pour favoriser l'engagement écologique, comprendre les facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques des professionnels, et finalement proposer des recommandations opérationnelles pour les cadres de santé. Sur la base de ma revue de littérature, j'ai donc formulé 3 hypothèses principales qu'il m'a fallu aller vérifier sur le terrain. Tout d'abord, l'importance pour le cadre d'évaluer le niveau d'acculturation de son équipe au concept de transition écologique. Deuxièmement, la nécessité d'informer et de sensibiliser aux enjeux sur la prise en charge du patient. Et troisièmement, pour finir, le rôle important de la reconnaissance et de la valorisation des actions mises en œuvre en fait pour maintenir cet engagement durablement au niveau des équipes. Alors, pour mener à bien cette recherche, j'ai réalisé 12 entretiens semi-directifs, équitablement répartis entre cadres de santé et paramédicaux, infirmières et aides-soignantes. J'ai veillé à diversifier mon échantillon pour inclure des professionnels de 5 structures différentes. Il y avait un centre hospitalier, un hôpital militaire, 2 cliniques privées et un EHPAD. Les entretiens ont une durée moyenne de 34 minutes et ont été intégralement enregistrés et retranscrits. Seul un entretien s'est réalisé en distanciel. J'ai élaboré 2 guides d'entretien différents, donc l'un pour les cadres et l'autre pour les infirmières et les aides-soignantes, à raison de 4 infirmières et 2 aides-soignants, afin d'explorer en profondeur leurs perceptions respectives. Les services qui ont été ciblés étaient principalement des services à haute technicité, comme les blocs opératoires, les réanimations et les soins intensifs, particulièrement d'ailleurs concernés par les enjeux environnementaux, car ce sont les plus gros producteurs de déchets hospitaliers. Ces services d'ailleurs sont souvent précurseurs dans les démarches de développement durable au sein des établissements. J'ai également constitué 3 binômes cadres soignants du même service, afin de pouvoir confronter leurs perceptions sur les mêmes questions. Alors, mon travail a été confronté à plusieurs défis méthodologiques qu'il est important de vous mentionner. Tout d'abord, j'ai rencontré des difficultés pour obtenir certaines autorisations et j'ai dû me limiter géographiquement à la Bretagne, car les établissements des autres régions étaient déjà sollicités par d'autres écoles de cadres. Donc, pour y faire face, j'ai adapté mes techniques d'entretien et mobilisé mon réseau professionnel pour diversifier un peu mon terrain d'enquête. Cette étude présentait également des limites qu'il est important d'identifier. La taille restreinte de l'échantillon, en effet, 12 entretiens, ne permettent pas une généralisation. Et sa concentration géographique limite également la généralisation des résultats à d'autres régions françaises, par exemple. Le mode de recrutement, également, souvent orienté par les directions des soins, a pu introduire un biais en favorisant les services déjà sensibilisés ou déjà engagés dans la transition écologique de leur établissement. Sur le plan méthodologique également, l'approche qualitative implique une part de subjectivité dans l'interprétation des résultats et elle ne permet pas de quantifier précisément l'impact des actions menées. Donc, j'ai également constaté la difficulté des professionnels à exprimer clairement le lien qu'il y avait entre les pratiques écologiques et la qualité des soins. Ça révélait un besoin important de formation d'ailleurs dans ce domaine. Les limites de mon étude constituent pourtant autant de pistes pour de nouvelles recherches,
qui peuvent être envisagées actuellement, comme par exemple explorer les différentes approches entre établissements publics et établissements privés face à la transition écologique, savoir si l'engagement environnemental, par exemple, renforce l'attractivité d'un établissement auprès des professionnels, particulièrement les jeunes générations. Et enfin, pourquoi pas approfondir d'autres concepts théoriques comme les mécanismes de résistance au changement, ou d'identifier quels styles de management et de leadership sont les plus efficaces pour mobiliser les équipes dans ce type de transition. Après vous avoir présenté la méthodologie et ses limites, je vais maintenant vous exposer les résultats importants en examinant chacune de mes hypothèses de recherche. Je regarde juste. Pardon. Donc ma première hypothèse exprimait que pour adapter sa stratégie d'accompagnement, le cadre de santé devait évaluer au préalable le niveau d'acculturation de son équipe au concept de la transition écologique. Les résultats ont révélé que, si les professionnels interrogés présentaient une sensibilisation, que si tous les professionnels, pardon, interrogés présentaient une sensibilisation aux questions écologiques dans leur vie personnelle, par leurs enfants, leurs familles, les médias, leur compréhension de la transition écologique dans le cadre professionnel restait quand même superficielle et limitée, principalement d'ailleurs limitée au pilier environnemental, sans intégrer les deux autres dimensions de la transition écologique et du développement durable, que sont les dimensions économiques et sociales. Les différences générationnelles et éducatives ont également été relevées dans l'approche écologique. En revanche, un résultat inattendu concernait les cadres eux-mêmes. Beaucoup présentaient une acculturation limitée aux enjeux de la transition écologique, ce qui interroge leur capacité à évaluer efficacement celle de l'équipe. En effet, il apparaît essentiel de former prioritairement les encadrants pour leur donner les connaissances et les outils nécessaires à l'accompagnement de leur équipe. Cette hypothèse donc n'est que partiellement validée, parce que si l'évaluation de l'acculturation est évidemment bien nécessaire, elle présuppose que le cadre lui-même soit suffisamment acculturé pour la mener à bien. Ma deuxième hypothèse suggérait que pour favoriser l'engagement dans la transition écologique, l'information et la sensibilisation aux enjeux liés à la prise en charge des patients étaient essentiels. Les résultats ont confirmé que l'information et la sensibilisation sont bien des leviers majeurs d'engagement, mais ont révélé l'absence de formation spécifique actuellement sur la transition écologique dans les établissements étudiés. La communication institutionnelle sur le sujet, d'ailleurs, a été qualifiée de diluée et jugée inefficace par les professionnels. Un constat important est apparu: le lien entre les pratiques écologiques et la qualité des soins est mal compris par les soignants. Ils ont du mal à imaginer l'impact de la transition écologique sur le patient. Ça s'est avéré très complexe pour eux de pouvoir fournir des explications et des réponses précises à ces questions. Le concept d'éco-soin leur était également inconnu. Cette hypothèse n'est donc que partiellement validée. Si l'information et la sensibilisation sont bien essentielles à l'engagement, le lien avec la prise en charge des patients reste vraiment à construire et à expliciter pour les équipes. Enfin, ma troisième hypothèse portait sur le rôle de la reconnaissance et de la valorisation comme un levier d'engagement des équipes dans la transition écologique. Les résultats ont pleinement validé cette hypothèse en identifiant plusieurs niveaux de reconnaissance importants pour les professionnels eux-mêmes. La reconnaissance hiérarchique, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau de l'encadrement direct d'ailleurs. La reconnaissance par les patients et leurs familles, particulièrement valorisée par les soignants. Et enfin, la reconnaissance par leurs pairs, les collègues de travail, la plus souvent. Diverses formes de valorisation ont également été mentionnées, telles que l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, que ce soit par une amélioration des espaces de pause, des équipements facilitant le quotidien. Ensuite, les ajustements de planning en reconnaissance de l'engagement ont été mentionnés et l'accès privilégié à des formations. Les remerciements verbaux et la communication sur les résultats obtenus ont été également cités comme des pratiques très simples mais très efficaces. Cette hypothèse est donc entièrement validée. La reconnaissance et la valorisation apparaissent vraiment comme des leviers décisifs pour susciter et maintenir un engagement durable des équipes dans la transition écologique.
Donc, je vous ai fait un document, un schéma synthèse hein, de l'ensemble des résultats. Et donc, l'analyse en fait des résultats confrontés à la recherche théorique hein, m'a permis d'établir ce modèle d'engagement durable dans la transition écologique. À la base du modèle, hein, vous retrouvez l'engagement durable, finalité de ma démarche de toute façon, et cet engagement s'ancre dans une motivation autonome, principalement intrinsèque, c'est-à-dire alimentée par la satisfaction personnelle, par l'envie d'agir, et profondément liée aux valeurs personnelles et à l'identité professionnelle des soignants. Cette motivation autonome se développe aussi lorsque les trois besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits. Vous pouvez voir en haut le besoin d'autonomie, pouvoir prendre des initiatives, avoir une marge de manœuvre, le besoin de compétences, donc maîtriser les savoirs et les savoir-faire nécessaires par le biais de formation, et le besoin d'appartenance, se sentir membre d'un groupe, un collectif qui partage les mêmes objectifs. Le rôle du cadre dans ce modèle est double. Le cadre a pour objectif de lever, enfin, a pour rôle de lever les obstacles à l'engagement, donc comme la surcharge de travail, les contraintes temporelles, les déficits de soutien hiérarchique, et créer un environnement propice à la satisfaction des besoins justement fondamentaux que je viens de vous expliquer. Cela implique de pouvoir proposer des projets stimulants, d'expliquer le sens des actions en lien avec la qualité des soins et le patient, et de reconnaître bien sûr les contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives, et enfin de les valoriser et de valoriser concrètement les résultats obtenus. Ces actions, d'ailleurs, bien qu'associées à la motivation extrinsèque, renforcent l'engagement global quand elles sont bien intégrées. Ce modèle montre donc que l'engagement durable ne se décrète pas, mais il se construit progressivement grâce à un accompagnement approprié du cadre de santé qui doit être attentif aux dimensions individuelles comme collectives de son équipe. Donc, ce modèle d'engagement durable que je viens de vous présenter est le fruit d'un parcours de recherche qui a transformé ma pratique professionnelle. Permettez-moi maintenant de partager avec vous cette expérience sur un plan plus personnel. Cette recherche a été pour moi une expérience très riche en enseignements, tant sur le plan professionnel que personnel. En effet, elle m'a permis de développer une compréhension approfondie des enjeux écologiques spécifiques au secteur de la santé, où les contraintes sont très nombreuses. J'ai également pu explorer en profondeur les mécanismes de motivation et d'engagement professionnel, ce qui a considérablement enrichi ma pratique managériale, parce que le schéma que je vous ai présenté avant peut tout à fait être adapté à d'autres types de projets et nécessiter un engagement durable sur des projets au long cours. Sur le plan méthodologique, j'ai acquis des compétences précieuses en recherche qualitative, que ce soit de la conception des outils de recueil jusqu'à l'analyse thématique des données. Ma capacité d'analyse de la littérature scientifique et à théoriser évidemment les observations de terrain s'est considérablement développée. Cette recherche a donc transformé, je peux le dire maintenant, ma posture professionnelle de cadre. J'intègre désormais systématiquement les principes du management durable dans mes pratiques et j'ai gagné en légitimité sur les questions environnementales auprès de mon équipe et de l'institution. Sur un plan plus personnel, ce travail a renforcé la cohérence entre mes valeurs écologiques personnelles et mon exercice professionnel, générant un sentiment d'utilité face à un enjeu sociétal et social majeur. Les rencontres avec des professionnels engagés dans diverses structures ont été également très inspirantes et m'ont donné des idées justement pour ma pratique professionnelle. Alors, pour mener à bien cette recherche, lors de ma formation à l'Institut de formation des cadres de santé, j'ai dû mettre en place certaines stratégies que je souhaite partager avec vous. Des petits trucs et des petites astuces. Alors, très important, l'organisation du temps. C'est un élément indispensable. J'ai planifié rigoureusement les différentes étapes de la recherche sous forme de rétro-planning et surtout j'ai sanctuarisé des plages horaires dédiées en veillant à maintenir un équilibre viable entre ma formation, ce travail de recherche et ma vie de famille. Sur le plan méthodologique, j'ai constitué une base documentaire structurée dès le début du projet, ce qui m'a fait gagner un temps précieux. J'ai également veillé à alterner des phases de travail conceptuel, de collecte documentaire et d'échanges professionnels, enfin d'échanges avec des professionnels sur le terrain pour maintenir un lien avec la réalité opérationnelle, ne pas être en décalage entre la théorie et la réalité. Le soutien d'un réseau professionnel d'experts a également été très utile.
J'ai constitué un réseau composé de personnes ressources auxquelles je pouvais m'adresser en cas de besoin, échange d'informations, échange de documentation précise sur un sujet ou sur un autre, ou discussion sur un thème qui permettait de réfléchir à plusieurs. Les échanges réguliers également avec d'autres étudiants cadres engagés dans leur travail de recherche ont été source d'encouragement et d'émulation. Enfin, pour gérer les inévitables difficultés, hein, parce qu'il y en a eu, j'ai appris à établir des objectifs atteignables, les découper en sous-étapes, à faire preuve de flexibilité face aux contraintes du terrain et à valoriser les avancées, même modestes, hein, pour maintenir ma motivation et éviter ainsi le découragement pour arriver au bout. Et maintenant, alors ces stratégies m'ont permis de mener à bien cette recherche, mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Je souhaite maintenant vous montrer comment ce travail s'incarne concrètement actuellement dans ma pratique de cadre au bloc opératoire. Cette recherche nourrit directement, comme je vous l'ai expliqué, ma pratique professionnelle en tant que cadre de santé. Depuis mon arrivée, j'ai débuté un état des lieux avec la détection de personnes ressources, motivées, qui s'étaient plus ou moins engagées déjà dans des actions précédentes, alors qu'ils soient infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc, agents de service hospitalier, aides-soignantes, médecins anesthésistes réanimateurs ou même chirurgiens. Essayé de déceler les actions qui avaient déjà été menées et qui avaient potentiellement été abandonnées, et les actions qui étaient en cours. Ensuite, j'ai essayé de comprendre pourquoi les actions, certaines avaient été abandonnées et pourquoi d'autres n'avaient pas démarré. Je poursuis actuellement une veille documentaire, notamment en participant à des congrès, des webinaires comme celui que vous suivez actuellement, notamment certains sur les soins éco-responsables, et en incluant évidemment les professionnels à cette démarche. Mois de novembre, plusieurs professionnels sont venus en formation sur l'économie circulaire au bloc, une formation réalisée par Primum Noceri. Il faut savoir que actuellement, je suis au bloc opératoire et une intervention chirurgicale produit autant de déchets qu'une famille de 4 personnes en une semaine. Il produit à lui seul 30% des déchets d'un établissement de santé. Alors sur ce constat et sur les résultats de mon travail de recherche, nous avons initié un premier groupe de travail sur la gestion des déchets. Très souvent, point d'entrée stratégique d'ailleurs vers des pratiques plus éco-responsables. En parallèle, plusieurs de nos étudiants IBOD et IAD développent actuellement des projets sur la transition écologique en santé et qui constitueront évidemment à leur retour un véritable levier de diffusion des bonnes pratiques et un soutien. À moyen, voire long terme, j'envisage également d'intégrer un critère écologique dans les objectifs de service lors de l'évaluation annuelle des professionnels pour essayer d'institutionnaliser cette démarche et que les professionnels gardent à l'esprit que la transition écologique, c'est pas quelque chose d'évitable, qu'il faudra y passer tout en maintenant évidemment la qualité et la sécurité des soins. Comme l'a précisé le professeur Patrick Peusseau, chirurgien et membre du CRS et comité de la transition écologique à la Fédération hospitalière de France, lors du webinaire le 13 juin 2024 dernier, le projet doit être à la main des professionnels. Donc, mon rôle sera de guider, de les accompagner, comme vous avez pu le voir sur le schéma, et surtout de les impliquer à toutes les étapes des projets, le tout dans une approche participative et responsabilisante. La démarche, d'ailleurs, s'inscrit pleinement dans l'axe 3 du projet d'établissement du CHU de Brest de 2021-2026, qui affirme la volonté de s'engager dans une logique éco-responsable et susciter l'envie, être attractif, devenir un hôpital magnétique. Je souhaite donc de mon côté tendre vers effectivement un management durable qui suscite l'engagement, responsable qui prend en compte les dimensions économiques, environnementales mais également sociales, pour un hôpital magnétique. Un hôpital magnétique, c'est-à-dire un hôpital attractif, fidélisant ses professionnels et favorisant le bien-être des équipes avec des pratiques plus humanistes, comme l'explique dans son ouvrage Mathieu Sibé, qui est professeur agrégé d'économie et de gestion à Bordeaux. Pour conclure, cette recherche m'a permis de comprendre que le cadre de santé peut être un véritable catalyseur du changement, transformant le fameux paradoxe hospitalier dont je vous ai parlé en début de présentation en une opportunité d'innovation et de renouvellement de nos pratiques soignantes vers des soins qu'il faudrait qualifier plus durables.
Voilà, je vous laisse donc sur cette citation du directeur général de l'OMS. La santé humaine est la première raison qui doit nous pousser à agir sur le plan climatique. Et je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation très claire avec un sujet clairement d'actualité. On a 5 minutes pour répondre aux questions. J'en ai préparé quelques-unes de mon côté. Bon, je vais commencer alors, tu mets en avant la limite de la subjectivité de l'enquête qualitative. Euh, quel est l'outil finalement que tu as utilisé pour l'analyse Alors en fait, pour analyser justement les fameux des verbatim, hein, verbatims? voilà, les fameux extraits, les fameuses citations et thèmes principaux, j'ai opté pour une analyse thématique, ce qui est très minutieux, mais ce qui est très efficace. C'est-à-dire que j'ai d'abord tout retranscrit mot pour mot, chaque entretien. Alors il y a des aides, hein, le module dicté de Word qui peut aider très facilement justement, plutôt que les intelligences artificielles qui ne retranscrivent pas mot pour mot et qui modifient les textes. Alors c'est un travail de fourmi, mais c'est essentiel pour ne rien perdre des nuances dans les réponses. Ensuite, j'ai organisé tout ça par thème ou question d'entretien dans un tableur Excel. Et j'ai créé deux tableaux différents, un pour les cadres, un pour les infirmiers et les aides-soignants. Ça m'a permis de voir si les deux groupes avaient des perceptions différentes ou des perceptions similaires sur les mêmes sujets. Ensuite, j'ai identifié les grands thèmes qui pouvaient ressortir. Alors, je cherchais à la fois ce qui revenait souvent chez tout le monde, hein, et je mettais un peu de côté ce qui était plutôt spécifique, dans une idée de généraliser un petit peu, même si 12 entretiens, c'est quand même assez peu généralisable. Et ensuite, par exemple, je pouvais regrouper le tri des déchets, beaucoup en parlaient, donc je me mettais que c'était un thème récurrent. Ensuite, j'ai fusionné tous ces verbatims dans un grand tableau. J'ai quand même créé une colonne spéciale à côté où je notais les jugements et les prises de position. Quand quelqu'un disait «je trouve qu'on est nul en matière d'écologie à l'hôpital», bon, c'était quand même important de le relever. Alors cette façon de faire assez méthodique m'a vraiment aidée pour rester objective, parce que ça m'a permis justement d'extraire ce qui était de l'ordre, je dirais, du jugement. Donc plutôt que de me fier à mes impressions, je pouvais m'appuyer sur des données concrètes de verbatim et puis voir clairement les tendances qui se dessinaient dans les réponses des différents professionnels. D'accord. Une référence un petit peu de cette analyse thématique, hein. Tu as utilisé une référence particulière ou Non, t'es j'avoue inspiré de que plusieurs, peut-être du cours en fait, hein, de l'IFCS, c'est ça? non, pas vraiment non plus. J'avoue que j'utilise beaucoup Excel, donc j'ai commencé à extraire en fait les citations parce que dans ma base documentaire, j'utilisais également Excel et j'extrayais les citations principales pour les mettre justement de côté avec la référence à côté en bibliographie. Donc, utilisant Excel, je suis partie sur ma lancée quand même de garder Excel pour justement avoir une vision. Alors, c'est pas des tableurs qui sont faciles à lire parce que sur des écrans, on voit pas grand-chose, mais le fait de regrouper, ça permet, quand on fait la rédaction, de pouvoir aller piocher dans un thème, c'est-à-dire regrouper par thème, par exemple, regrouper sur le thème de la motivation, qu'est-ce qu'un professionnel motivé pour vous, qu'est-ce qui freine votre motivation, que ferait le cadre pour augmenter votre motivation. Tout ça, c'est des thèmes qui revenaient. Et donc, dans l'analyse, ça m'a permis de faire des allers-retours entre ce que les professionnels pouvaient dire, et plusieurs professionnels pouvaient dire, peut-être 6 professionnels sur 12, et d'aller récupérer les extractions de verbatim plus rapidement. Hmm, d'accord. Alors peut-être une dernière question parce que je vois qu'il est quelle heure en fait. Mhm. Tu as parlé d'experts, hein. Tu as Oui. sollicité des experts. Alors, quels étaient les experts finalement dont tu as besoin? En fait, il y avait deux types d'experts. Il y a déjà les experts méthodologiques que l'on a dans le cadre de l'Institut de formation à l'école des cadres. Donc là, qui était ma directrice de mémoire, Madame Myriam Nouri, et ma guidante cadre supérieur, Stéphanie Boisize. Elles n'étaient pas spécialistes de la transition écologique, mais sensibilisées quand même à ce thème-là. Et c'est vrai que leurs conseils ont été précieux pour valider mes outils d'enquête et surtout la rigueur scientifique, parce que c'était quelque chose de nouveau en fait pour moi. D'accord. Après, il y a les experts de terrain, donc la gestionnaire des déchets du CHU pour comprendre les obstacles auxquels elle avait dû faire face. Également, j'ai eu l'occasion de rencontrer des professionnels qui travaillaient dans des établissements labellisés,
comme le label THQSE, donc c'est très haute qualité sociale, sanitaire et environnementale. Donc c'est des établissements qui sont fortement engagés hein, et qui sont très avancés dans le développement durable. Donc leur retour d'expérience a été assez concret pour me faire comprendre certaines réalités du terrain. Après, j'ai eu l'occasion aussi de participer à un atelier nesting. Alors même si mon sujet ne parle pas de pédiatrie, souvent les maternités sont assez précurseurs aussi dans le domaine. Et donc les ateliers nesting, c'est des ateliers qui ont pour objectif de donner aux jeunes parents les clés nécessaires pour créer un environnement sain dans leurs intérieurs, en limitant les polluants, les perturbateurs endocriniens qui peuvent être cachés dans tous les objets du quotidien. Donc ça m'a permis d'observer comment les soignants, puisque c'était des soignants qui animaient ces ateliers, pouvaient essayer de déclencher une prise de conscience et de changement de comportement chez d'autres personnes. Donc j'ai pu voir leurs techniques d'animation pour essayer de favoriser un peu l'engagement aussi des participants. Donc ça m'a permis comme de, voilà, de relever comment on pouvait transmettre des informations techniques, à la fois techniques et potentiellement anxiogènes, à d'autres personnes. Donc pour moi, ça pouvait être transposé aussi sur les professionnels de terrain. Très bien, bah, merci beaucoup pour tes réponses. Bon, on pourrait Merci. continuer à discuter longtemps, Oui, mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore pour la présentation. Et donc, pour rappel, voilà, cette présentation est disponible sur YouTube dans quelques jours. Voilà, et pourra être revue en replay. Très bonne fin de journée. À bientôt. merci beaucoup Cathy. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.